les formations. Merci Grégoire. Bonjour à toutes et à tous. Je ne sais pas si vous voyez bien l'écran, si ça fonctionne. Impeccable. Euh, ok. Alors, le cas que nous vous présentons aujourd'hui est donc celui de Valéria, qui a 48 ans et qui travaille dans un service où l'activité traditionnelle périclite et où la charge de travail se réduit au fur et à mesure que les nouvelles activités numériques se développent. Alors, après des courts arrêts de travail à répétition pendant 2 ans, son médecin l'a arrêté un mois et l'a mis sous antidépresseur sans se prononcer sur une date de reprise. Lorsque Valéria arrive en consultation, elle est très angoissée, avec l'urgence d'aller mieux. Elle est prise dans un dilemme terrible qui pourrait se résumer ainsi: rester chez moi, c'est insupportable; retourner au travail, c'est impossible. Alors, rester chez elle, pour Valéria, c'est avant tout de se résigner à son incapacité à travailler. C'est gamberger toute la journée, impuissante, sans aucune perspective. C'est se sentir assommée toute la journée par les doses d'anxiolytiques. Et c'est particulièrement angoissant pour elle qui se vit comme quelqu'un de battant, d'actif, ce qu'elle a toujours été jusqu'à présent. Retourner au travail, pour elle, c'est aussi avant tout se faire à nouveau maltraiter par son patron, qu'elle qualifie de misogyne et buté. C'est subir les comportements sexistes de ses collègues, qui ne sont pas avares de propos souvent tendancieux ou graveleux. Euh, Se retrouver à nouveau dans ce qu'elle appelle le couloir de la mort, qui est très déprimant. Donc c'est comme ça qu'elle appelle son service, qui est appelé à être complètement transformé. Et puis retourner au travail, c'est aussi pour elle la honte de revoir ses collègues, honte d'être tombée en fait, d'être tombée si bas et d'être tombée tout court. Donc autant de situations où où elle se sent toujours impuissante à trouver une solution acceptable pour elle. Alors, pour analyser la situation, quand nous rencontrons Valéria, elle arrive comme une guerrière combative qui est particulièrement affaiblie. Ce qui l'affecte le plus, c'est de pleurer ou de s'énerver face à des situations où elle se sent impuissante, où elle n'arrive pas à agir selon ce qui lui paraît juste, et que ce soit au travail ou chez elle d'ailleurs, et sur un plan émotionnel, elle est prise entre la rage et la honte en fait de ce qui lui arrive. Alors, euh, pour éclairer les tentatives de solution de Valéria, quand elle est au travail, elle a tendance à dénoncer ce qui ne va pas et elle cherche des solutions pour changer ce qui ne lui convient pas. Alors concrètement, euh, face, elle est face en fait à sa hiérarchie par exemple, elle est face à un comportement défaitiste ou non combatif de son supérieur hiérarchique face à la situation et elle lui paraît résignée. Or, elle veut y croire encore. Et donc, elle réagit en dénonçant ses manquements et elle s'oblige à faire à sa place ou en tout cas à faire les choses qui n'ont pas été faites. Ce qui a le don évidemment d'énerver son supérieur hiérarchique, le ton monte, et qui lui a plutôt tendance à railler sa combativité dans la situation. On s'en moque, à quoi bon faire plus et mieux, on pourrait dire. Et cette attitude évidemment est inacceptable pour Valéria, qui dénonce de plus belle et ainsi de suite, jusqu'à être perçue comme insupportable, et ainsi se nourrit la dynamique conflictuelle dans laquelle elle s'épuise et qui l'a amenée à l'épuisement. Et c'est ainsi que Valéria se retrouve KO chez elle, sans perspective de retour en fait. Alors, à présent qu'elle est chez elle KO, au fond du trou, comme on pourrait dire, eh bien, elle cherche à ne pas penser à sa situation, mais en vain. En fait, elle y pense tout le temps, et elle mesure le piège dans lequel elle se retrouve et constate son impuissance. Même ma méditation, ça ne marche plus, dit-elle. Alors, du coup, autre tentative de solution, elle a tendance à s'isoler et la honte lui fait éviter de plus en plus ses proches, ses collègues quand ils essayent de prendre ses nouvelles. Voilà, elle n'est pas à l'aise et elle évite de plus en plus les contacts. Alors, face à l'attitude de Valéria, l'entourage
va réagir diversement. Alors, le médecin va avoir tendance, par exemple, à banaliser. Vous n'êtes pas la seule à avoir des problèmes au travail avec des gens difficiles, il ne faut pas vous mettre dans un tel état. Sa sœur, enfin sa famille proche, mais sa sœur plus particulièrement va essayer de l'aider en lui donnant les coordonnées d'un thérapeute. Les collègues vont chercher à la réconforter, on a besoin de toi contre ces salauds, entre guillemets, prends soin de toi. Et puis la hiérarchie reste à distance sans savoir trop comment réagir. En tout cas, il y a un silence radio du point de vue de Valéria. Et toutes ces tentatives de solutions, toutes ces attitudes contribuent à alimenter évidemment la perception de Valéria par rapport à son impuissance. Alors, pour ce qui est de l'intervention, on va commencer par exposer le diagnostic. Valéria est face à une difficulté, à faire face à sa propre vulnérabilité, tant vis-à-vis d'elle-même que vis-à-vis des autres. En fait, elle ne supporte pas d'être dans cet état. Elle est chez elle bloquée, en fait. Elle n'arrive pas, elle aimerait revenir au travail, y compris pour pouvoir mieux en partir d'ailleurs, mais elle sait que si elle continue à faire ce qu'elle fait, elle va à nouveau échouer. Et donc, l'objectif qui va émerger, va être d'apprendre à combattre autrement, en fait, dans cette situation particulièrement difficile. Donc, le premier mouvement stratégique d'intervention va consister à canaliser son mal-être, qui est devenu, en fait, permanent pendant son arrêt de travail prolongé chez elle. Alors, avec une prescription spécifique qui est la contemplation du désastre. Donc, c'est une prescription, nous lui disons, à partir de maintenant, jusqu'à la prochaine fois que je vous verrai, vous allez prendre le temps tous les jours de contempler le désastre de la situation dans laquelle vous êtes, en précisant bien toutes les dimensions émotionnelles qui y sont associées. C'est une tâche, en fait, paradoxale, qui va prescrire le symptôme. Le symptôme s'exprime, en fait, de manière spontanée en permanence, et là, la tâche va convoquer volontairement sur une durée limitée, de telle sorte qu'il puisse reprendre du contrôle, en fait, là-dessus. Le deuxième mouvement, stratégie d'intervention, va consister à composer avec ses propres limites. En fait, après des années de lutte qui l'ont mise KO, Valéria est épuisée. Donc le repos est devenu pour elle une étape aussi nécessaire que l'hiver dans le cycle des saisons. C'est un recadrage, une image qu'on va utiliser avec elle. Et Valéria, qui est une battante, qui est une active, eh bien la meilleure façon pour elle d'agir finalement à ce stade, ça va être de se mettre en mode actif d'hibernation, de telle sorte qu'elle puisse préparer mieux sa stratégie de retour. Et donc, en constatant son épuisement, elle va se confronter à sa propre vulnérabilité et va pouvoir accepter finalement et s'accorder du repos. Et donc, elle va pouvoir aussi expérimenter cette belle phrase de Camus, au milieu de l'hiver, j'apprenais enfin qu'il y avait en moi un invincible été. Alors, à la suite de ces deux tâches, elle va revenir préoccupée finalement par l'avenir qui lui fait peur. Et notamment, ce qu'elle va redouter le plus, ça va être de finir dans une tente Quechua. Et pour éviter cela, elle se rend compte évidemment qu'elle va devoir revenir au travail, affronter des nouvelles situations. Et pour elle, l'objectif étant de revenir au travail la tête haute, et donc elle va avoir besoin d'imaginer des choses à traverser, à affronter ses peurs. Et donc, on va lui donner la prescription de la demi-heure du pire en lui demandant tous les jours, pendant une demi-heure, d'imaginer les pires fantasmes qui pourraient lui arriver dans l'avenir. D'une part, si elle n'arrive pas à retourner au travail et en plus aussi, si elle décide évidemment d'y retourner. Alors, à la 5e séance, Valéria est revenue à son poste de travail. Elle nous dit qu'elle se sent mieux. Elle est parvenue à canaliser son mal-être et ses idées noires, à modifier sa façon de se remettre en relation avec sa hiérarchie. Et en fait, elle a obtenu une formation à laquelle elle aspirait depuis longtemps et qui va lui permettre d'envisager l'avenir sous un jour évidemment plus apaisant. Et ce qui a été le plus déterminant, nous a-t-elle dit, c'était d'arriver à canaliser son mal-être et ses idées noires qui l'obsédaient toute la journée, jusqu'à des pensées suicidaires en fait qu'elle a révélées en fait après coup,
et la technique de la contemplation du désastre a été vraiment le pivot qui l'a fait, voilà, qui a fait basculer en fait dans un autre mode de fonctionnement. Voilà.